la présentation. C'est bon? Elle est claire? Oui, oui. D'accord, très bien. Ok, donc en fait, je dis que, alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu un peu les outils d'analyse, les différents types d'outils d'analyse de données, d'accord, à savoir les outils qui répondent aux objectifs descriptifs, aux objectifs explicatifs et aux objectifs prédictifs. Maintenant, on va voir en fait comment on va faire pour présenter les résultats de ces analyses, de de toutes ces analyses, d'accord? Alors, bien évidemment, il faut toujours garder en tête que on a trois types d'objectifs, trois types d'analyses et trois types de résultats, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a fait d'ailleurs, comme on l'a vu au niveau en fait, des outils d'analyse, même chose ici, la visualisation des résultats descriptifs n'est pas la même visualisation ou bien les outils de visualisation des résultats descriptifs ne sont pas les mêmes qu'on va utiliser pour les résultats pour communiquer ou bien présenter les résultats explicatifs et prédictifs, d'accord? Donc, en fait, on va commencer par la partie data visualisation. Ensuite, on va enchaîner avec ce qu'on appelle le data storytelling. Peut-être ça vous parle pas très bien, le data storytelling. La data vis, vous connaissez le concept, j'imagine. Qu'est-ce qu'on entend dire par data vis ou bien data visualisation? Schema Hein? reporting مثلاً. En fait, le reporting, oui, le reporting, c'est la présentation des résultats. D'accord? C'est faire des rapports aux clients. À travers les rapports, alors peuvent être à travers plusieurs outils qu'on va voir d'ailleurs ensemble. D'accord? Mais data vis, généralement, à quel niveau on parle Représentation de des data données madame. visualisation? Comment ça là? La représentation des données. Oui, mais en fait, tous les résultats, en fait, vont être présentés sous forme sous forme de rapport, si vous voulez, effectivement, pour présenter un peu l'output des analyses de données qu'on a faites. Mais concrètement, la data visualisation, alors, quel est l'outil généralement qu'on utilise au niveau de la data visualisation pour visualiser les résultats? Quel est l'outil qui nous permet ou Power bien qui BI. permet. Alors, faites très attention. Là, on parle de la technique, si vous voulez, ou bien de l'application qui va nous permettre d'élaborer les visualisations. D'accord? Ça, c'est le support, hein. Ça, c'est la plateforme, si vous voulez, qu'on va utiliser pour élaborer les différentes visualisations. Mais finalement, le Power BI, il servira à quoi? À élaborer quoi réellement? Rapport. Non, à Dashboard. élaborer. Très bien, Fatma. Effectivement, le dashboard. Alors, Power BI, en fait, quand on parle de visualisation, on parle essentiellement de dashboard. OK? Alors, la data vis, en fait, c'est la partie où on va élaborer les dashboards. Et le data storytelling, c'est la partie qui va nous permettre de communiquer les résultats explicatif et prédictif. En fait, regardez, même à ce niveau-là, même au niveau des outils de présentation des résultats, on a des outils qui se distinguent par rapport au type en fait d'objectif ou bien au type de résultat qu'on va avoir. Donc en fait, la data visualisation, c'est-à-dire à travers le dashboard, ou bien le dashboard, il permet essentiellement de présenter les résultats descriptifs, d'accord, qui décrivent des choses. Vous avez identifié pas mal d'objectifs descriptifs au niveau de votre arbre d'équivalence. Alors, en fait, ces objectifs-là, les résultats relatifs à ces objectifs, vous allez les présenter, en fait, au niveau du dashboard. Par contre, quand il s'agit de résultats qui émanent des analyses plutôt explicatives et prédictives, alors généralement, on les présente sous forme de rapport qui peut être présenté après en utilisant un outil de communication comme le PowerPoint, en adoptant en fait une démarche
qui s'appelle le data storytelling. Tout ça, on va le voir ensemble. Donc, l'essentiel, en fait, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est qu'il faut déjà faire la distinction entre data visualisation et data storytelling. Et il faut retenir également que les résultats descriptifs ne sont pas présentés de la même façon que les résultats explicatifs et prédictifs. Donc, il faut se mettre dans la tête qu'au niveau d'un dashboard, généralement, on présente des résultats descriptifs. Donc, nous, on va en fait attaquer cette première partie, c'est-à-dire on va maintenant se focaliser sur les résultats descriptifs, OK? Et je vais vous montrer donc dans la première partie de ce chapitre comment il faut faire comment on fait de manière générale pour élaborer le dashboard. Alors en fait, bon, je vais m'attarder un peu sur ces deux points. Alors, en fait, au niveau de ce chapitre, on va voir donc deux choses, d'accord, qui sont différentes, hein, l'une de l'autre. Alors, la toute première chose, c'est on veut voir comment on présente les résultats d'analyse. D'accord? Donc là, on parle de présentation. Comment on va les présenter. Ensuite, en deuxième lieu, on va voir comment on va communiquer les résultats. Parce que présenter, c'est quelque chose, communiquer, c'est autre chose. Bah, ces deux choses, on ne veut pas dire la même chose. Vous voyez, ces deux éléments, ces deux actions ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire, présenter quelque chose ne veut pas dire automatiquement communiquer. Parce qu'on peut présenter des choses sans réussir à bien communiquer l'information. D'accord? On peut présenter du contenu, mais on peut ne pas réussir à communiquer l'information qui est derrière ce contenu. Vous voyez, donc il y a une grande différence entre présenter quelque chose et communiquer les résultats. C'est-à-dire, à travers une visualisation, je peux clairement utiliser une courbe pour montrer un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, par exemple. Oui, je peux présenter cette courbe-là, je peux présenter cette visualisation. Là, je suis dans la présentation. Après, est-ce que j'arrive à bien communiquer l'information qui est derrière ce graphique? Oui ou non? Ça, c'est pas toujours garanti. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on va travailler sur ces deux aspects. Comment on présente les choses, quel graphique il faut choisir et comment on va communiquer la bonne information au client. D'accord? Alors, tout au long de ce chapitre, c'est tout ce qu'on va voir. Hein, d'accord? Après, donc, de manière générale, l'objectif de ce chapitre, d'ailleurs, c'est l'objectif ultime du module data marketing, c'est en fait, de vous montrer comment il faut faire pour vulgariser les données. En fait, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire toutes les méthodologies qu'on a utilisées depuis l'arbre d'équivalence en fait, jusqu'à la partie data vis, data storytelling, etc. Ce sont en fait, des éléments de ce processus, d'accord, qui va nous permettre à la fin de vulgariser nos données, c'est-à-dire de donner du sens à nos données. Si vous vous rappelez, on avait des données pratiquement brutes, d'accord, qui n'avaient pas de sens. Et vous avez mis du temps pour découvrir la base de données, pour comprendre un peu les données, pour comprendre un peu les objectifs, pour dégager peut-être des constats que vous avez convertis en problématiques. Donc, on a mis beaucoup de temps quand même, rien que pour cela. Pourquoi? Parce que des données brutes comme ça, c'est pas facile en fait, de les convertir en des informations. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse les entreprises aujourd'hui à solliciter les experts en la matière, c'est-à-dire les ingénieurs en BI, en data science, etc., à faire les choses pour eux, c'est-à-dire à transformer des données brutes en des informations qui peuvent être donc exploitées dans la prise de décision. OK? Donc, vous avez fait tout ça, vous êtes passé par tout ce schéma ou bien ce processus. Alors, pour à la fin, vous arriviez à donner un output au client qui permet de vulgariser, en fait, toutes les données que vous aviez dans la base de données. OK? Donc, il ne faut pas rater cette partie-là. C'est la partie la plus importante parce qu'en fait, pour un client, peu importe ce qui s'est passé au niveau du back-office, le nettoyage de données, la compréhension de données, l'analyse de données, la fixation des objectifs, la fixation des indicateurs, des KPI, tout ce que vous avez fait, ça, c'est la cuisine interne. OK? Donc, en fait, lui, ce qu'il va voir, c'est le gâteau final.
OK, donc c'est le gâteau qui va être exposé pour plaire ou ne pas plaire après. Il va essayer de goûter pour voir, déjà, il va visualiser, d'accord, le gâteau pour voir si déjà ça plaît aux yeux ou pas, parce qu'on mange avec les yeux généralement. Donc, si ça plaît, c'est bon, on peut essayer en fait, de rentrer dans les détails, c'est-à-dire d'essayer de fouiller un peu dans ce gâteau et goûter le gâteau, d'accord? Et puis, effectivement, visuellement, le gâteau n'est pas bon, n'est pas bien, bah, on va pas peut-être essayer de le goûter. Vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Donc, en fait, la partie finale, c'est la partie la plus importante dans votre projet. D'accord? C'est pour ça, il faut pas rater cette partie-là. C'est la partie qui va, en fait, comment on dit, qui va être décisive dans la vente de votre produit. OK? C'est-à-dire, le client, soit il va acheter, soit il va pas acheter. Tout dépend de, en fait, la qualité de vos résultats, c'est-à-dire la qualité surtout de vos visualisations, la qualité de vos rapports. OK? Parce que le produit final, finalement, c'est ça, hein, c'est le dashboard et le rapport qui l'accompagne pour présenter un peu les résultats explicatifs et prédictifs. Alors, ça, c'est de manière générale. Maintenant, en fait, regardez cette photo. Moi, j'ai utilisé cette photo pour peut-être, j'ai essayé de renvoyer un peu euh, en fait, le contenu de cette image à ce qu'on veut dire par data visualisation. Maintenant, en fait, la question qui se pose, pourquoi on utilise aujourd'hui de la visualisation, c'est-à-dire des graphiques, des schémas, des représentations graphiques, etc., ce qu'on appelle visualisation, pour, en fait, pour communiquer ou bien pour vulgariser nos données. À votre avis, pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi on passe par le dashboard? Pourquoi on ne se limite pas à écrire tout simplement rédiger un rapport et le communiquer en fait à l'entreprise cliente? Pourquoi on passe par réellement des visualisations? Oui, dites-moi. Alors en fait, l'image, si vous regardez un peu l'image, donc elle comporte le dicton qui dit une image vaut 1000 mots. Alors ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à partir de là? Hmm. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez comprendre à partir de là? Vous êtes là? Oui, madame. Hmm. Qu'une image peut prendre place des milliers de mots. Une image, c'est plus expressif que des mots parfois. Tout à fait, exactement. Exactement. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez communiquer de l'information, n'hésitez pas à utiliser des images au lieu, en fait, d'écrire 1000 mots. C'est-à-dire, en fait, une image peut remplacer, ça a été prouvé scientifiquement, hein, d'accord, que à travers, bien évidemment, des expérimentations, en fait, sur des individus. Donc, en fait, quand on regarde une image, ben, on peut, en fait, comprendre beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire une image permet de communiquer plusieurs informations à la fois, contrairement au texte, donc contrairement aux mots. C'est-à-dire, en fait, quand on visualise un texte, on ne va pas retenir les mêmes informations que quand on visualise une image. Donc, en fait, le visuel est très important et l'image, elle parle toute seule. C'est-à-dire, on n'a pas besoin vraiment. Une image, par exemple, peut remplacer 50% de ce que vous allez dire oralement, de ce que vous allez écrire dans une présentation. Vous voyez? Donc, si vous utilisez des images, vous allez vraiment gagner beaucoup de choses, notamment le temps, l'effort en communication orale, beaucoup de choses, l'effet sur l'assimilation, l'apprentissage d'informations, etc. Donc, c'est pour ça, en fait, la data visualisation, d'ailleurs, se base sur ça, sur cette théorie de l'image, ok, ou bien sur la force de l'image comme outil de communication. Et c'est pour ça, en fait, le dashboard
est considéré comme étant le moyen le plus efficace grâce à l'ensemble des visualisations graphiques en fait, qu'il comporte, tout simplement. Et c'est le meilleur moyen pour communiquer des informations, surtout quand il s'agit d'informations qui vont être considérées dans la prise de décision. D'accord? Donc, en fait, alors, la data visualisation, c'est quoi? Ben, regardez ça. En fait, j'ai mis, voilà, des données qui sont brutes, hein, donc des chiffres, hein, OK? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut trouver le chiffre 6 et combien de 6 on a dans cette matrice? Bien dans cette image. Combien de 6? Est-ce que vous avez pu repérer les 6, le chiffre 6? Regardez bien. Si vous voulez que j'agrandisse un peu, je peux le faire, hein. Alors, combien de 6 il y en a? Est-ce que vous avez pu repérer tous les 6? Il y en a combien? Voilà, maintenant déjà, on a passé 1 minute. Ah, celui qui a la réponse, il me le dit, hein. Combien de 6 on a? Déjà, dites-moi, est-ce que c'est simple de repérer le chiffre 6? Non, Non, c'est Oui. pas simple. Pourquoi c'est compliqué en fait? C'est compliqué, on l'avoue, c'est compliqué, c'est-à-dire on peut pas le faire en 1 minute. C'est peut-être clair, d'accord? faiblement lisible. C'est pas C'est lisible. C'est parce hmm. qu'il y a tellement en fait de C'est chiffres trop, Ghouta. autour. Voilà, c'est beaucoup de données à la fois, on peut pas le repérer. Maintenant, regardez. Est-ce que vous pouvez me dire combien de 6 il y en a? Hein? 7-6 on a. Maintenant, 8, c'est combien? C'est Oui. 9. 9, 6, 9. 9, C'est 9, 9. Voilà, c'est Pardon, 9, 9, 6. Alors, vous voyez là, en fait, la différence. Là, on a mis en fait moins de temps pour repérer le chiffre 6 et pour identifier le nombre de 6 qu'on a dans cette matrice. Vous voyez donc, alors, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Quelle était la touche qu'on a rajoutée pour que ça devienne plus clair pour vous? Que vous mettiez moins de temps pour repérer le chiffre 6. Pourquoi c'est beaucoup plus clair maintenant? Que vous arriviez à le déchiffrer? Parce que, on utilise notre colère pour définir le nombre effectivement, 6. effectivement, parce qu'on a utilisé tout simplement une autre couleur pour l'identifier. Ça, c'est la visualisation. Ça, c'est la data, ce qu'on entend dire par data visualisation. Donc, on a vu des données qui étaient brutes, d'accord? Grâce à la data visualisation, on va essayer en fait, de décrire ou bien de donner du sens à ces données à travers, effectivement, de la visualisation. Alors, donc, la data visualisation, c'est l'art. C'est de l'art, hein, vous allez le voir, ça. C'est vraiment de l'art parce que au moment où vous allez commencer à élaborer vos dashboards, vous allez voir que vous allez prendre en considération plusieurs facteurs d'ordre artistique comme le design, les couleurs, l'emplacement, le choix des graphiques, beaucoup de choses, d'accord? Vous allez le voir. Donc, c'est vraiment, on n'élabore pas un dashboard juste pour mettre des visualisations. Non, il faut que finalement, ces visualisations racontent les données et permettent donc de manière créative et ludique, bien évidemment, et surtout, permettent de passer en fait l'information convenablement. On va le voir ça. Alors, regardez maintenant ça. Ça, c'est quoi? Tableau de bord. Alors, ça, c'est un dashboard. C'est le tableau de bord en français. C'est le tout premier tableau de bord peut-être auquel on était exposé dans notre vie, n'est-ce pas? C'est le tableau de bord de la voiture. Tout le monde connaît le tableau de bord d'une voiture. Avant que vous, en fait, vous étudiez ou bien vous ayez une formation en fait orientée data, peut-être c'est le premier élément qui s'appelle tableau de bord que vous avez rencontré dans votre vie. D'accord? Donc, tout le monde, je pense, même ceux qui ne sont pas du métier BI,
savent très bien que ce qui est devant nous s'appelle tableau de bord d'une voiture, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on met généralement dans le tableau de bord de la voiture? Regardez. Qu'est-ce qu'on peut, en fait, quelles sont les différentes visualisations qu'on peut avoir au niveau du tableau de bord d'une voiture? Et c'est généralement universel, hein. Donc, le tableau de bord, eh bien, les indicateurs, les KPI plutôt, qui sont considérés au niveau donc, du tableau de bord d'une voiture, sont universels. Donc, dans toutes les voitures, pratiquement, on trouve la même chose. Alors, dites-moi, quel type d'indicateur vous pouvez, en fait, vous pouvez visualiser à travers donc le dashboard de la voiture? Ah, يا حازم وينك؟ ما سمعتكش اليوم. يا حازم قولي شرقت. حازم ب Youssef ترى Youssef, est-ce que vous pouvez répondre à Oui. la question, s'il vous plaît? Est-ce que Youssef, vous pouvez oui? oui. Est-ce que vous pouvez répéter la Comment? question? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah, d'accord. J'ai dit en fait quels sont les indicateurs qu'on peut voir à travers donc le tableau de bord d'une voiture. D'accord, alors il y a la vitesse, D'accord? le problème d'huile, d'eau, les portières, est-ce Très qu'elles sont bien. ouvertes ou non, les lumières, le moteur, la Très bien. ceinture, les Mais, freins. ok, très bien. Alors, à votre avis, en fait, Youssef, pourquoi on a choisi ces indicateurs et non pas d'autres? Pourquoi ces KPI et non pas d'autres? C'est les On est bien indicateurs les d'accord que plus ce sont des importants. KPI. Comment? Ce sont les indicateurs Les plus importants. les plus importants. Alors, quand vous dites les plus importants par rapport à quoi? Par rapport à qui? Les plus Par rapport à importants aux yeux de l'utilisateur, qui et de quoi? le conducteur. À l'utilisateur. Très bien. Pourquoi en fait, ces KPI sont aussi importants pour pour le conducteur, c'est-à-dire la vitesse, C'est pour sa sécurité. le niveau En fait, d'huile, le niveau de... Pour? c'est c'est pour l'entretien de la voiture et sa sécurité en même temps. D'accord, très bien. Donc, vous dites c'est pour l'entretien de la voiture et sa sécurité. C'est-à-dire, La concrètement, en sécurité du fait, regardez. passager et de la voiture en même temps. Oui, oui, mais surtout, regardez. Si par exemple, il y a le témoin en fait, de la ceinture de sécurité qui s'allume, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre la ceinture. Vous allez mettre la ceinture. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une action. Vous avez réagi. Vous voyez? Oui. Donc, vous avez identifié qu'il y a un problème. Vous avez pu repérer, en fait, le fait que la ceinture n'est pas peut-être accrochée. Et ça, c'est l'information que vous avez eue donc à partir de ce dashboard. Après, vous avez décidé donc directement de mettre la ceinture et vous avez mis la ceinture. Oui, donc le déclenchement de ce témoin, qui est le KPI en fait, donc à travers la visualisation suivante. Donc, on a utilisé une visualisation symbole. Donc, c'est un code qui est compris par tout le monde pour dire que ça renvoie à la ceinture de sécurité. Donc, on a le KPI qui est l'indicateur de sécurité qui est la situation de la ceinture. OK, elle est accrochée ou non. Donc, ce KPI, on l'a représenté graphiquement à travers ce symbole-là au niveau du dashboard. Après, l'information quand on l'a eue, donc ça nous a permis d'avoir une information qui était donc pertinente à la prise de décision et qui a à la fin donc fait suite à une prise de position, bien tout simplement à une action. D'accord? Vous voyez comment ça, c'est le meilleur exemple de dashboard qu'on peut avoir. Et vous pouvez bien vous inspirer, en fait, de ce dashboard-là, parce qu'il résume le tout. D'accord? En fait, regardez, le dashboard, généralement, d'une voiture, il ne comporte
pas beaucoup d'indicateurs. Pourquoi? Pour un, déjà, parce que l'espace ne le permet pas. Donc, un dashboard, il est toujours, il y a toujours un espace limité, d'accord? Deux, parce que, en fait, c'est l'essentiel qu'on peut, en fait, communiquer à l'utilisateur pour qu'il puisse prendre des décisions très rapidement. Pourquoi très rapidement? Parce que tout simplement, tout dépend de l'indicateur ou bien tout dépend du témoin qu'on va avoir. Si par exemple, le témoin qui va s'allumer, c'est le témoin moteur, par exemple, là, la décision serait d'arrêter tout de suite la voiture. Oui, donc la décision, elle est différente. Alors, si par exemple, l'huile, c'est le témoin en fait relatif au niveau d'huile qui s'allume, et ben là, on va arrêter la voiture juste pour voir le niveau d'huile. Et on peut, donc l'action, c'est rajouter en fait de l'huile. Vous voyez, donc en fait, ces indicateurs permettent justement de prendre des décisions rapides. Il ne faut pas attendre longtemps pour déjà comprendre qu'est-ce qui est derrière comme information et savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, c'est très clair. Si c'est la sécurité, il faut mettre en fait, la ceinture. Si c'est les portes qui sont ouvertes, il faut fermer les portes. Si c'est le niveau d'huile, il faut rajouter de l'huile. Si c'est le moteur, il faut arrêter. Donc, en fait, très rapidement, la voiture est appelée le premier mécanicien pour vous dépanner, etc. Bien l'assistance. Donc, vous voyez, donc, en fait, c'est pour ça, quand on parle de dashboard, on parle d'outils d'aide à la décision. Il faut vraiment que les informations contiennent un dashboard soient pertinentes à la prise de décision rapide. Je dis bien rapide et je souligne en fait ce mot rapide. Pourquoi? Parce que ici, si on prend du temps pour déchiffrer en fait l'information qui est les témoins, si c'est pas aussi expliqué à travers le dashboard ou bien à travers la visualisation, on ne pourra pas le comprendre. On peut carrément en fait bousiller le moteur. Vous voyez, carrément. Donc, si on ne s'arrête pas, si on n'a pas compris qu'il s'agit d'une anomalie relative au moteur, ben, on peut rouler encore des kilomètres avec la voiture et faire carrément détruire notre moteur. Vous voyez, donc c'est pour ça en fait, comment on évalue déjà un dashboard? Selon la pertinence des informations qu'il contient dans la prise de décision rapide. Plus c'est pertinent, plus c'est rapide et mieux c'est. Voilà. Donc, si au moment où vous allez commencer à évaluer votre dashboard, pensez toujours au dashboard de voiture, vous allez tout comprendre. Vous allez en fait arriver à évaluer un peu les visualisations et les KPI que vous avez mis dans votre dashboard pour voir un peu si c'est vraiment pertinent à la prise de décision ou non. Alors, donc, de manière générale, le dashboard, il sert à résumer une réalité complexe, dans le cas, par exemple, de cette voiture-là. Donc, en fait, la mécanique d'une voiture n'est pas évidente. C'est-à-dire, par exemple, un simple conducteur qui n'est pas très documenté sur la mécanique de la voiture, etc., qui n'a pas assez d'informations, si on lui parle un peu des composants de qui fait quoi, de pourquoi le moteur il a fait par exemple une panne, je ne sais pas. Donc, c'est une réalité complexe, d'accord? Alors, comment réellement on peut résumer cette réalité complexe en fait, en quelques indicateurs essentiels? C'est en essayant de transformer, c'est la même chose, c'est le parallèle, hein, en essayant de transformer des données qui sont brutes en des informations qui peuvent être compréhensibles par tout le monde, c'est-à-dire par n'importe quel client, par n'importe quelle personne qui, dans l'objectif d'atteindre le but donné. Qui est ici, par exemple, pour un utilisateur, c'est de conduire en sécurité. Après, il ne va pas chercher à savoir
quel est le problème ou faire des diagnostics compliqués des pannes, etc. L'essentiel pour lui, c'est de conduire toute sécurité, c'est-à-dire là où on repère une anomalie, il faut prendre une décision rapide. Voilà, c'est cet ensemble de décisions qu'on prend en fait, en se basant sur cet ensemble d'indicateurs qu'on a vu au niveau du dashboard, qui va nous permettre de réellement d'assurer une certaine sécurité à nous et à notre voiture. D'accord. Alors, le dashboard, il est généralement destiné à qui? Alors, le dashboard peut parler à tout le monde, c'est-à-dire, en fait, tout le monde aujourd'hui peut en fait avoir besoin de dashboard. Alors, ça peut être le support qui est qui s'adresse à un support client, par exemple, peut comporter des informations de type, par exemple, le type de réclamation, le profil des gens qui réclament, le type de produit qui est le plus réclamé, etc. Donc, vous voyez le nombre de réclamations qu'on peut avoir par jour, etc. Pas mal d'indicateurs et de renseignements, bien d'informations qui peuvent intéresser le support client. On peut élaborer un dashboard pour le service marketing pour qu'il puisse élaborer la stratégie marketing. On peut également élaborer un dashboard pour le service ressources humaines pour voir un peu l'évolution de carrière de notre personnel, de nos employés, voir un peu, par exemple, l'état d'absentéisme, l'assiduité, c'est-à-dire pour voir un peu également l'état de recrutement, c'est-à-dire où est-ce qu'on a recruté cette année beaucoup de gens, beaucoup dans quelle en fait, expertise, etc. La direction générale, le service informatique, le service financier. Donc, ça, c'est pour vous dire que tout le monde aujourd'hui, tous les départements de l'entreprise ont besoin de dashboard. Donc, le dashboard, c'est un produit qui intéresse aujourd'hui tout le monde. D'accord. Alors, des exemples de dashboard, je vous ai mis effectivement quelques exemples de dashboard pour que vous puissiez également comprendre que en fait, on peut élaborer différents dashboards en utilisant différents API. C'est-à-dire, on va utiliser les API pour élaborer tout type de dashboard. En fait, chaque dashboard, bien évidemment, selon la cible qu'il vise, va comporter des indicateurs donc particuliers qui vont intéresser cette cible en particulier. Donc là, par exemple, s'il s'agit d'un dashboard d'informatique, on va voir ici, par exemple, les statuts des API, d'accord, pour suivre un peu le statut des API, ou bien pour suivre un peu la situation des tickets ou bien des défauts qu'il faut revoir, des bugs, etc. Quand il s'agit, par exemple, d'un dashboard de RH, par exemple, on peut voir le nombre de postes qui en fait occupés, le nombre de postes vacants, le besoin en termes de recrutement, l'évolution des salaires, etc., etc. Vous voyez? Donc, en fait, chaque dashboard, il part à une cible. Le dashboard, c'est un produit qui doit être ciblé, doit parler en fait au client et non pas à un autre. OK? Alors maintenant, voilà la partie en fait qui est la plus importante dans ce chapitre-là, data visualisation et data storytelling. Là, je pars toujours de la data visualisation. Je n'ai pas encore entamé la partie data storytelling. Donc, c'est clair, maintenant, je suis en train de parler du dashboard, comment on va élaborer le dashboard qui va nous permettre de présenter les résultats descriptifs. Donc, à ce niveau-là, on va se limiter seulement aux objectifs descriptifs. Dans le but, c'est de décrire des phénomènes, des tendances, de comparer des choses, de suivre un peu l'évolution dans le temps, etc. C'est ce genre d'objectifs qui sont d'ordre descriptif qu'on va pouvoir en fait visualiser à travers le dashboard. Alors, la question qui se pose, une fois vous avez en fait devant vous les indicateurs, les résultats des analyses que vous avez faites, etc. Après, à un moment donné, vous allez vous dire, sur Power BI notamment, alors quel graphique on va choisir? Par exemple, pour suivre un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, est-ce qu'il faut utiliser une courbe avec deux axes?
Est-ce qu'on va utiliser un histogramme, un diagramme à bâton, un diagramme en barre, en fait, un camembert, etc. Il y a pas mal, un nuage de points. Alors, maintenant, en fait, il faut savoir que pour chaque objectif et chaque type de résultat et chaque type de variable, il y a une graphique particulier, spécifique, d'accord? C'est tout ce qu'on va voir dans cette partie-là de ce chapitre. Alors, en fait, maintenant, alors, déjà, pourquoi il faut faire un choix? Parce que tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du dashboard d'une voiture, on n'a pas assez d'espace. L'espace est toujours restreint. Quand vous allez élaborer un dashboard, vous allez voir qu'on n'a pas assez de place pour mettre toutes les visualisations. D'accord? Donc, il faut trancher. À un certain moment, il faut trancher. Bien évidemment, un dashboard peut être composé de plusieurs pages. Hein, d'accord? Mais chaque page doit renvoyer un thème ou à en fait, une partie bien claire. D'accord? Donc, en fait, le dashboard, il doit être d'ailleurs bien structuré. Tout ça, on va le voir ensemble. OK? Donc, quand je vous parle de dashboard, essentiellement, je parle de cette partie-là où vous allez mettre vos visualisations. Alors, on a certes, parfois on se trouve devant plusieurs informations, c'est-à-dire on veut tout vraiment exposer à notre client, mais on a la contrainte d'avoir un espace restreint. Donc, il faut vraiment faire le ménage, savoir choisir un graphique pour ne pas encombrer nos dashboards et respecter bien évidemment cet espace qui est plutôt restreint, tout en communiquant l'essentiel des informations. Il ne faut pas s'amuser à communiquer des informations qui ne servent absolument à rien. Alors, quel graphique choisir? Il y a des questions auxquelles il faut répondre pour arriver à choisir le bon graphique. Alors, la toute première chose, il faut se poser la question, quel message voulez-vous faire passer? C'est-à-dire, en fait, ça renvoie un peu aux objectifs que vous aviez au niveau de l'arbre d'équivalence. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez expliquer une situation? Est-ce que vous voulez décrire un fait? Est-ce que vous voulez préconiser une stratégie? Est-ce que, vous voyez, quel message vous voulez faire passer au client? D'accord? Deuxième chose, que cherchez-vous à montrer à travers les données? Est-ce que vous allez vous êtes en train de chercher à montrer la distribution d'une donnée, la comparaison entre des données. Vous voulez vraiment mettre l'accent sur la relation entre des données ou bien plutôt l'évolution d'une donnée dans le temps. D'accord? Alors, vous voyez, en fait, tous ces éléments sont des éléments descriptifs. D'accord? Présenter une distribution, comparer entre les données, présenter une relation, présenter l'évolution dans le temps, etc., ou bien d'une donnée. Donc, tout ça, c'est du descriptif. Okay. Après, quel type de données voulez-vous présenter? Ça, c'est important. On va le voir tout à l'heure, parce que le graphique, il dépend en grande partie du type de la nature de données. Alors, est-ce que, par exemple, là, est-ce que vous voulez comparer des données qualitatives? Est-ce que vous voulez comparer des données quantitatives? Est-ce que vous voulez mettre en relation des données qualitatives ou plutôt quantitatives? S'il s'agit de données quantitatives, elles sont plutôt discrètes, continues, etc. OK? Et enfin, combien de dimensions sont à représenter? Est-ce que ça, donc ça renvoie au nombre de variables, d'accord? Est-ce qu'on a deux variables? Par exemple, si on va représenter une courbe, est-ce qu'on a deux variables à représenter? Est-ce qu'on a trois variables, quatre variables? Alors après, le graphique, il dépendra du nombre de variables qu'on va présenter. Les catégories, est-ce qu'on va en même temps présenter l'évolution dans le temps ou pas, donc dans cette même courbe, etc. Vous voyez, en fait, si vous arrivez à répondre à toutes ces questions, vous allez trouver des réponses qui vous permettront après de choisir le bon graphique. Alors, maintenant, voilà, j'ai essayé en fait, de vous présenter une liste exhaustive, disant, mais pas très complète, je dirais,
parce que c'est au cas par cas après, mais ce sont en fait, les principales, si vous voulez, présentations graphiques qu'on peut avoir, notamment sur Power BI. D'accord? Alors maintenant, comment on va présenter tous ces indicateurs qu'on avait identifiés? Alors, si on est dans le cas de figure, le cas d'une variable quantitative, vous voyez, j'ai mis ça en rouge parce que c'est très important de faire la distinction entre les variables quantitatives et les variables qualitatives. Parce qu'il y a des graphiques qui conviennent aux variables quantitatives, d'autres qui conviennent aux variables qualitatives. Alors ici, par exemple, regardez, ça c'est une visualisation. On peut trouver ce genre de visualisation dans les dashboards. OK? Par exemple, ça pourrait être, là, c'est le nombre de positions, c'est-à-dire de postes occupés. D'accord? Là, bon, moi, je me suis inspirée d'un dashboard qui s'adresse au département RH. OK? Donc là, par exemple, je peux mettre ça. Par exemple, alors aujourd'hui, je suis à 10 positions occupées, c'est-à-dire je suis à 10 personnes recrutées aujourd'hui. D'accord? Alors, donc, ça, c'est une visualisation qui me permet de répondre à l'objectif, afficher le nombre en question. En tant que client, moi, en tant que manager du département RH, ou bien chef du département RH, je veux tout simplement savoir chaque jour, en fait, à l'instant T, où est-ce qu'on est par rapport au recrutement, c'est-à-dire combien de personnes on a à l'instant T. On a recruté à l'instant T. Ça pourrait être en fait une information pertinente à la prise de décision. Par contre, on peut compléter si on veut pousser un peu les choses et si on veut vraiment donner plus d'informations à ce décideur qui est le chef de département RH et on veut que ça soit beaucoup plus pertinent à la prise de décision, on peut combiner plusieurs informations, plusieurs KPI ou bien plusieurs indicateurs en même temps, c'est-à-dire au niveau ou bien dans la même visualisation. Regardez, je peux garder le même titre qui est les positions occupées. D'accord? Je peux mettre le chiffre 10 et avec ça, je peux rajouter l'objectif à atteindre en termes de poste et le pourcentage de complétion, c'est-à-dire où est-ce qu'on est par rapport à ça. C'est l'état d'avancement. Donc, je peux mettre 10. Après 10, donc, nous, on veut recruter 20 personnes, alors ce qui fait 50%. On a atteint 50% de l'objectif en question. Vous voyez? Donc là, c'est mieux. Là, c'est plus clair et ça renseigne sur beaucoup de choses à la fois. Et pour un décideur, c'est beaucoup plus pertinent à la prise de décision. Donc, vous voyez, je peux utiliser la première visualisation, mais en réfléchissant un peu plus à la prise de décision, je peux en fait rajouter d'autres informations pour que ce soit plus complet. Et c'est dans la même visualisation. Je n'ai pas rajouté d'autres visualisations pour présenter l'objectif à atteindre ou encore le pourcentage de complétion. C'est dans la même visualisation, c'est dans le même graphique. Alors ça pourrait être un type de visualisation que vous pouvez utiliser. Alors, on est toujours dans le cas d'une variable quantitative. On peut, par exemple, avoir comme objectif, c'est de suivre un peu l'évolution de la variable dans le temps. C'est le cas, par exemple, le fait par exemple, ça pourrait être l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Moi, en tant que décideur, je veux voir donc l'évolution de mon chiffre d'affaires dans le temps. À chaque fois où j'ouvre la plateforme du dashboard, c'est-à-dire le dashboard T, je peux voir où est-ce qu'on est par rapport aux années précédentes, etc., par rapport au mois précédent, etc. Tout dépend de l'axe temporel que vous allez utiliser. Donc, en fait, donc ça va me permettre de repérer s'il y a des pics, s'il y a des chutes. Voilà, c'est ça, ça sert à ça, en fait, le suivi de l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. OK? Alors, ça me permet de décrire seulement. Moi, j'ai pu, à travers le dashboard, comprendre qu'il y a un pic et il y a une chute, etc. D'accord? Mais je ne peux pas l'expliquer à travers le dashboard. L'explication, après, on la trouve au niveau du rapport.
Vous voyez la différence? Donc là, au niveau de la visualisation, il n'y a que les résultats descriptifs. On ne peut pas tout expliquer au niveau du dashboard. OK? Après, au niveau du rapport. Ah, par contre, vous pouvez l'expliquer oralement. Quand vous présentiez votre dashboard, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez rédigé au niveau du rapport pour expliquer les phénomènes tout en les présentant via le dashboard. Vous pouvez le faire. OK? Ça complète un peu la description ou bien la visualisation descriptive. Alors, regardez, il y a une autre manière pour présenter également les choses, mais autrement. On peut présenter le pourcentage d'augmentation en utilisant le vert, par exemple, ou de diminution en utilisant le rouge par rapport au jour, mois, année précédent. Alors, par exemple, là, je peux mettre que aujourd'hui, on a atteint 39 000 millions de dinars, d'accord? Bien, 39 000 dinars comme chiffre d'affaires. Alors après, si ce n'est pas suffisant pour le décideur, si lui, il veut voir réellement un peu l'évolution dans le temps, vous pouvez lui, par exemple, proposer le pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport au mois dernier, à l'année dernière, au jour précédent, etc. D'accord? Tout dépend de l'objectif et des besoins qui sont exprimés par le client. Qu'est-ce qu'il veut voir réellement? Est-ce qu'il veut avoir une visibilité sur toute en fait l'évolution, ou bien il veut avoir seulement le chiffre d'affaires à l'instant T et essayer de le comparer par rapport au jour précédent, à l'année précédente, au mois précédent, etc. Vous voyez? Et il faut utiliser donc à ce niveau-là des codes couleurs qui sont reconnus dans le monde entier. Déjà, on a chez laquelle chose qui fait le bourse. في البورصة, généralement, on utilise les dashboards dans les bourses, on utilise ce genre de code. Hein. D'accord? Mais, donc, si on a d'autres objectifs comme, par exemple, on peut avoir un objectif comme, par exemple, on veut avoir le nombre de clients qui achètent le plus. D'accord? Moi, en tant que manager d'une entreprise, je veux avoir identifié, vous l'avez cet objectif, identifier quels sont les clients les plus rentables, quels sont les clients les plus fidèles, quels sont les clients les plus sinistrés, quels sont les clients je ne sais pas quoi. Ben, vous pouvez donc présenter une distribution de la variable, par exemple ici quantité achetée, par un tableau de fréquence. D'accord? Et pourquoi la fréquence est aussi importante? Regardez, j'aurais pu ici me limiter à l'effectif, c'est-à-dire à la quantité achetée. Par exemple, le client numéro 1, il a acheté 150 pièces pendant cette année, tout au long de cette année plutôt. Le deuxième client, il a acheté 90 pièces. Le troisième client, il a acheté 60 pièces. Et donc là, 150, 90, 60, bon, on peut repérer parmi ces trois clients quel est celui qui achète le plus, c'est-à-dire qui est considéré le client le plus rentable. D'accord? Par contre, si on a 1000, 2000, voire plus de clients, on ne peut pas s'amuser à voir en fait tous les chiffres ou bien à repérer quel est le client le plus rentable. D'accord? Par contre, si on prenne en considération généralement la totale, c'est-à-dire la somme totale, la quantité totale. Et du coup, là, quand on dit 50%, c'est clair que le premier client, il achète déjà lui 50% en fait des pièces qu'on est en train de produire. Vous voyez, donc c'est clair que c'est le client le plus important dans notre portefeuille de clientèle. OK? Donc, n'hésitez pas à utiliser des fréquences كما احنا كنشوفوا في les KPI حطينا برشا taux de trashnoa, taux de sinistralité, taux de vous voyez les taux, les fréquences, c'est toujours ça parle mieux, d'accord? Donc au lieu de vraiment vous limiter à présenter des chiffres, il vaut mieux utiliser c'est-à-dire présenter plutôt des fréquences. Ça parle mieux. Alors là, en fait, j'ai fait la différence entre variables quantitatives discrètes ou continues. Également, on peut utiliser un tableau de fréquences pour présenter en fait, des variables continues, genre les intervalles. Intervalle, par exemple, intervalle de prix. Par exemple, ici, on veut savoir combien de personnes ont dépensé au
courant cette année entre 90 et 120 dinars, 60, 90 dinars, 30 et 60 dinars. Voilà, on trouve que 50% de nos clients ont dépensé, par exemple, entre 90 et 120 dinars. Voilà, ça pourrait être, donc c'est comme ça qu'on interprète ce genre de tableau. Alors, maintenant, il y a d'autres manières encore en fait, ce sont toutes des visualisations hein, qui permettent de présenter des objectifs en fait dans la variable et plutôt de type quantitatif. Maintenant, en fait, on peut également présenter la distribution de la variable. Au lieu d'utiliser un tableau, on peut utiliser un diagramme en bâton. Alors, on a le diagramme en bâton pour les variables discrètes et l'histogramme pour les variables continues. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire appel à un histogramme au niveau du Power BI pour présenter des variables discrètes. OK? Il y a des codes universels. Hein, d'accord? Dans l'histogramme, c'est clair qu'on l'utilise pour les variables plutôt continues. Alors, si je prends l'exemple du diagramme en bâton, par exemple, ici, on peut voir clairement que le client numéro 1, par exemple, c'est celui qui achète plus de quantité. OK, donc 1, c'est pour dire le premier client, 2, c'est pour dire le deuxième client, 3, pour le troisième client, etc. OK? Ou bien le produit numéro 1, c'est le plus rentable, etc. Maintenant, si on a des variables quantitatives continues, bah, il vaut mieux, en fait, il faut utiliser, enfin, ou bien présenter le résultat en utilisant un histogramme. Pourquoi? Parce que l'histogramme, il prend en considération, en fait, ces intervalles-là. D'accord? Donc, les intervalles, en fait, en plus, ils sont ordonnés. Donc, ici, par exemple, le montant, donc entre, par exemple, 0 et 50 dinars, on n'a pas beaucoup de clients qui dépensent donc ce montant-là. Après, entre 50 et 80, entre 80 et 100, etc., etc. D'accord? Donc, voilà comment on présente généralement la distribution des variables quantitatives. Maintenant, quand il s'agit de variables qualitatives, alors, c'est autre chose. Il y a d'autres graphiques en fait, qui conviennent au cas des variables qualitatives. Alors maintenant, pour présenter la description de la d'une variable qualitative, on peut utiliser plusieurs visualisations. On peut utiliser un diagramme en barre. C'est ce cas-là, par exemple, on peut, par exemple, voir ici, par exemple, par exemple, le chiffre d'affaires obtenu par les différentes catégories socio-professionnelles, par exemple. D'accord? Donc, on a les étudiants, les employés, les cadres, etc. Donc, on a une variable à plusieurs modalités qui est la catégorie socio-professionnelle. Donc là, pour la présenter, donc, on peut avoir recours à un diagramme en barre. Sinon, on peut toujours avoir recours à un tableau. Le tableau, il est valable pour présenter la distribution d'une variable quantitative ou qualitative. Donc, on peut l'utiliser également ici à travers le calcul de fréquence. Par exemple, ici, dans la base de données, on veut savoir combien, ou bien en fait, dans notre portefeuille clientèle, on veut savoir combien d'hommes on a et combien de femmes. D'accord? On peut par exemple là repérer qu'on a dans la base de données 55% hommes et 45% femmes. Et enfin, on peut utiliser un camembert donc pour présenter un peu la distribution des différentes modalités. Par exemple, si on veut avoir une idée sur le pourcentage, bien le pourcentage des relatifs aux différentes catégories socio-professionnelles, par exemple, on peut trouver qu'on a dans la base de données, par exemple, 16% qui sont étudiants, 15% qui sont employés, 13% qui sont cadres, etc., etc. OK? Donc ça, c'est le cas d'une variable qualitative. Après, si on a un objectif maintenant de présenter une relation. D'accord? Alors, si on a, en fait, on est dans ce cas de figure, après, tout dépend des types de variables qu'on va mettre en relation. Si on a deux variables quantitatives, alors là, on peut les représenter à travers un nuage de points. D'ailleurs, c'est l'output, hein, en fait, c'est le graphique que vous pouvez avoir comme output qui se dégage en fait de la corrélation et même de la régression, je pense. Ça donne ça.
D'accord? Alors, si vous avez une variable quantitative et une variable qualitative, ben, vous pouvez présenter cette relation entre les deux variables à travers une boîte à moustaches. Donc, en fait, toutes ces représentations graphiques sont présentes sur Power BI, hein. Il faut seulement les appeler. Après, donc, présenter une relation entre deux variables qualitatives, c'est possible à travers effectivement un diagramme en barre. Voilà. Donc, vous voyez, donc, selon la nature de la variable, selon l'objectif attendu, on peut avoir plusieurs visualisations possibles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que j'avance? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Hein? Oui, madame, c'est clair. Très bien. D'accord, merci. Alors maintenant, en fait, on va prendre le cas d'un graphique. On va essayer de rentrer dans les détails d'un graphique, dans le cas d'une visualisation. Alors maintenant, la question qui se pose, comment on peut élaborer un bon graphique? Par exemple, si on choisit euh, la courbe qui va présenter un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Alors, comment on va réellement la concevoir, cette courbe-là, cette visualisation-là? Donc, en fait, il y a des règles à respecter. Vous voyez, tout ça, c'est de la méthodologie, hein. Je n'ai pas inventé, en fait, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Ce sont des choses, en fait, scientifiques et qui ont été, en fait, qui ont été approuvées scientifiquement à travers des expérimentations, à travers des études, etc., pour montrer en fait l'impact de tous ces éléments. En fait, on parle d'un bon graphique. Un bon graphique, c'est par définition un graphique qui permet de renseigner donc rapidement sur les informations qui sont pertinentes à la prise de décision. C'est ce qu'on veut dire par bon graphique, ok? On peut avoir des mauvais graphiques parfois dans les dashboards, hein. Donc, alors, la toute première règle, c'est au niveau de l'échelle. Quand vous présentez, par exemple, une courbe, d'accord? Euh, Par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, quand vous présentiez les mois, par exemple, on veut avoir un peu l'évolution chiffre d'affaires par mois, d'accord? On veut voir un peu l'évolution d'un mois à l'autre. Donc là, en fait, il faut que cette échelle que vous allez utiliser respecte la réalité. C'est-à-dire, il ne faut pas, par exemple, prendre beaucoup de distance entre le mois de janvier et le mois de février et après une petite distance entre le mois de février et mars. Il faut que ce soit vraiment dans la même logique, la logique qui reflète la réalité. Un mois, c'est un mois. Il faut que ça soit représenté de la même façon entre janvier, février, mars, avril, etc., pour ne pas fausser parfois l'interprétation. D'accord? Sinon, la graduation, voilà, il faut que ce soit approprié. Il ne faut pas étirer les graphiques. Il faut que ça respecte un peu la réalité. Voilà. Donc, il faut faire en sorte quand le graphique, quand vous utilisez surtout des échelles, il faut que ça respecte la réalité. Alors, deuxième chose qui est moi que je considère la plus importante, c'est le titre. Parce que le titre, il permet de communiquer 50% du message. En fait, il faut pour chaque visualisation, chaque graphique, choisir un titre. Par exemple, si l'objectif, à travers la courbe, c'est de présenter l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, il faut mettre comme titre évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Voilà, évolution du chiffre d'affaires par mois, etc. Plus c'est précis, mieux c'est. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faciliter la compréhension de la visualisation. En fait, au lieu de, à la plus la prise de décision et plus le passage de l'information il est rapide, c'est-à-dire moins le client fasse de l'effort pour repérer ou bien pour déduire les informations, mieux c'est. D'accord? Mieux il va considérer votre dashboard comme étant, en fait, c'est-à-dire comme étant pertinent à la prise de décision, si vous voulez, ou bien comme ayant une valeur ajoutée.
D'accord? Donc, il ne faut pas ignorer le titre. Il faut choisir le bon titre et le titre doit vraiment refléter l'information que vous voulez passer à travers le graphique. OK? Les couleurs. Alors, les codes couleurs, c'est important. Comme vous venez de le voir, hein, l'exercice, la petite activité sur en fait le repérage du chiffre 6, vous avez vu combien quel est l'impact important des couleurs dans en fait l'assimilation de l'information. Donc rien que en utilisant une couleur différente, ça vous a permis de repérer le chiffre 6 très rapidement. Même chose ici. Donc, il faut exploiter réellement la puissance communicative des couleurs, OK, pour communiquer les informations. Par exemple, si vous avez un pic, vous pouvez, par exemple, utiliser une couleur différente par exemple, pour mentionner qu'il s'agit d'un pic. Si vous avez des chiffres, par exemple, si vous présentez un tableau de fréquence, alors vous pouvez, par exemple, utiliser le gras ou une autre couleur pour identifier les 5 par exemple, produits les plus rentables dans le portefeuille d'activité de l'entreprise. OK? Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser pour mieux passer l'information. La légende. Alors, ça, c'est très important également quand on présente des courbes. Généralement, ce qui se fait, c'est qu'on présente la légende à droite en bas. Alors, des expériences ont montré que le fait de mettre en fait la légende à droite en bas, euh, en en fait, c'est-à-dire va, j'ai pas oublié le mot, ok, j'ai pas trouvé le mot, ça va en fait faire des allers-retours, ok, entre la légende et la courbe, c'est-à-dire en fait le client, ou bien le décideur, ou bien la personne qui est exposée au dashboard va vraiment prendre beaucoup de temps, faire beaucoup d'efforts pour essayer de rejoindre la légende au graphique. D'accord? Donc cet aller-retour, il déconcentre. On peut parfois oublier, en fait, on peut parfois perdre le fil des idées, etc. Et du coup, le mieux, donc ça c'est selon des expériences, hein, le mieux c'est de mettre ça en haut. D'accord? Positionner la légende au haut ou encore, donc comme ça, on peut lire sans faire des allers-retours hein, visuels. Ou encore mieux, on peut mettre des étiquettes directement sur les graphiques. D'accord? Par exemple, si ça, c'est la courbe relative au chiffre d'affaires, celle qui est en bleu, on peut mettre chiffre d'affaires. La courbe jaune, c'est le prix. La courbe rouge, c'est la quantité vendue, etc. Donc, c'est important de voir en même temps, de déchiffrer, si vous voulez, les différentes courbes ou bien les différents graphiques à travers des étiquettes ou bien la légende. Sinon, il y a une autre chose qui est très importante, c'est la source des données. En fait, il faut indiquer en dessous, sous le graphique généralement, la source des données pour crédibiliser votre travail d'analyse. Alors, dans quel cas il faut absolument mettre la source? C'est dans le cas où, généralement, dans le cas où on était amené à collecter de la data en externe, c'est-à-dire si, par exemple, des données ne sont pas présentes dans la base de données qui a été communiquée par l'entreprise, on était amené à aller les chercher ailleurs. Ben, en fait, ces données, ben, il faut effectivement, au niveau de la visualisation, il faut ou bien présenter la source pour crédibiliser ces résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les données n'émanent pas de la base de données qui a été communiquée par l'entreprise, ben, l'entreprise va se dire, bon, d'où est-ce que vous avez pu avoir ces données-là? Sinon, nous, on n'a pas vraiment confiance aux données qui ne sont pas les nôtres, etc. Donc, si vous mettez la source et que cette source est vraiment fiable, comme par exemple des sites qui sont reconnus comme l'INS ou bien
le site de, par exemple, de, du CEPEX ou je ne sais pas, qui peuvent afficher quelques chiffres importants. Donc là, c'est fiable comme source. OK, donc n'hésitez pas à mettre la source. Donc ça, c'est très important. Après, il y a des personnes qui utilisent également, en fait, la source, même si elle est interne, c'est-à-dire même si les données ont été utilisées à partir de la base de données qui a été communiquée par l'entreprise, mettent parfois la source juste pour dire que, voilà, si on a plusieurs bases de données, par exemple, on peut mettre que ces chiffres-là, ces données-là, ces résultats émanent de la base de données X. Ces données-là, ou bien ces résultats émanent de la base de données Y, etc. Là, c'est quand on est, par exemple, en face de plusieurs bases de données qui ont été communiquées à la fois. Alors maintenant, les best practices par rapport à tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'information doit être toujours présentée de manière claire et rapidement accessible. Plus c'est rapide, mieux c'est. Il ne faut pas, en fait, que le client fasse beaucoup d'efforts pour cerner l'information. Sinon, il ne veut pas réellement valoriser votre dashboard. Ne pas afficher trop de KPI. Il faut faire le ménage de vos KPI. Il faut savoir choisir les bons qui vont être présentés au niveau du dashboard. Positionner les KPI de manière raisonnée et avec hiérarchie. Ça veut dire, en fait, ici, alors là, il faut faire très attention. Quand vous allez élaborer vos dashboards, il faut faire attention à l'emplacement des différentes visualisations. Généralement, il faut commencer. Alors, les choses les plus importantes, ça c'est de manière générale, c'est scientifiquement prouvé. Les choses les plus importantes, on les met généralement à gauche, en haut à gauche, d'accord? Donc, en fait, c'est le cas d'ailleurs des affiches publicitaires, c'est le cas des sites, des pages d'accueil des sites web. En fait, généralement, le menu, les informations les plus importantes, on les trouve en haut à gauche. Les informations les moins pertinentes, on les trouve après, donc en haut à droite. Et puis, les informations qui sont encore moins pertinentes, on les met en bas à gauche et enfin on termine par en bas à droite. D'accord? Généralement, en bas à droite, on ايوه ايوه، تيست تيست. يا حازم. في بالي كونكسيون قصت علي انا ذات والله عليه. حتى انا في بالي عليا اقسم بالله. ولا شام صح، رمضانك مبروك صح. عايش خويا، كل عام وانت حي بخير، رمضانك مبروك. جيت وحدك صباح. الصباح. انا و انا وشكون، لحظة خلينا نتذكر. قوم الرجل جاي، ما جاي حد. أه... امين كهو. الزغ امريكا. الزغي جا ساعة وروح. يا انتو الحق، ولا قمت راني في الصباح في الاخر ما جيتش، ما حبيتش نجي، بطلت برجولي. الطقس مش تاقرا حتى.
اي هاكم الفطار هاكم قمتوا على الصباح بكري جاوكم به. اي فطار مريقل. وفاهم الماتير دوين فيها شيء تمريقل. مريقل. اي عسلام مدام. Oui, alors bonjour, je suis désolée, c'était un problème de connexion. قعدت نحكي وحدي, donc voilà, je vais repartager la présentation, d'accord? Mais voilà, donc on était là, donc on était à ce niveau-là, d'accord? Donc en fait, j'ai dit que voilà, après il y a les titres donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut utiliser des titres précis, d'accord? Ne pas encombrer le dashboard avec des éléments graphiques inutiles également, c'est-à-dire il faut toujours avoir la réflexion d'utiliser une seule visualisation ou bien un seul graphique pour en fait pour renseigner sur plusieurs informations. C'est-à-dire l'idéal, au lieu de mettre ou bien au lieu de prévoir un graphique par information, il vaut mieux voir si on peut combiner plusieurs informations dans une même visualisation, bien dans un même graphique. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si on a un objectif de suivre l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, on peut bien utiliser un graphique, donc une courbe, pour présenter un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Ensuite, on a un autre objectif qui a été exprimé par le client, c'est de voir également l'évolution du prix dans le temps. Donc, on peut, au lieu d'utiliser deux graphiques, une pour le prix et une pour le chiffre d'affaires, autant mettre deux courbes en même temps, donc, et mettre au niveau en fait, de l'axe des ordonnées les deux variables, chiffre d'affaires et prix. Donc là, on va avoir deux informations en même temps dans une même visualisation. Après, regardez, si on veut par exemple, donc regardez déjà, si on a ces deux courbes-là, on peut avoir beaucoup plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà voir si, si lorsque le chiffre d'affaires augmente, le prix augmente, ou bien si lorsque le prix augmente, le chiffre d'affaires augmente, c'est-à-dire on peut voir s'il y a réellement une relation entre les deux variables. Ça, c'est visible. Parce que si les deux variables ont la même tendance, généralement, c'est clair qu'il y a une relation. Donc, on peut interpréter cette information à travers donc cette visualisation. Vous voyez? Donc, en fait, à partir de là, on peut parfaitement répondre à plusieurs objectifs en même temps. Donc, essayez d'avoir ce réflexe quand vous allez élaborer vos dashboards. D'accord? Donc, et ça rejoint le fait de ne pas encombrer. C'est-à-dire, si on a en fait un seul graphique qui permet de répondre à plusieurs objectifs, bah, tant mieux. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, l'œil doit se focaliser directement sur l'information importante sans détour. Ça, c'est le cas, par exemple, de la légende, du rôle de la légende dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que le client fasse beaucoup d'efforts, d'accord? Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, il ne faut pas qu'il perde le fil des idées. Il faut que vraiment les choses les plus importantes soient visibles donc très rapidement, d'accord? Il faut que ça attire l'attention et ça capte directement son attention pour qu'il puisse en fait comprendre de quoi il s'agit très rapidement. Après, les graphiques doivent avoir le même style, la même charte graphique, y compris au niveau des couleurs. C'est-à-dire, quand vous élaborez un dashboard, il ne faut pas s'amuser il faut pas s'amuser à utiliser plusieurs couleurs, par exemple du gris, orangé, après du rose, du jaune, etc. Non, il faut vraiment respecter la même charte graphique un peu partout. Bon, si vous avez plusieurs pages dashboard, vous pouvez utiliser une charte, en fait, un code couleur pour chaque page. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes dans la même page, dans la même thématique, il faut vraiment choisir des couleurs qui sont en harmonie, qui sont cohérentes, etc. OK? Faire très attention, le design, là où il est très important, il ne faut pas l'ignorer. Alors, ça, c'est par rapport
Ça, c'est par rapport à la partie donc data visualisation. Alors, on termine cette partie data visualisation avec cette fiche mémo. Alors, ça, c'est le travail à faire pour la semaine prochaine qui fera l'objet de notre séance de coaching. La semaine prochaine, on va avoir une séance de coaching ensemble où je vais essayer de voir un peu comment vous avez fait pour élaborer vos dashboards. Donc, vous allez ramener vos dashboards la semaine prochaine que vous allez concevoir à travers donc Power BI. Donc, vous allez vous limiter aux objectifs pour le moment descriptifs, d'accord? Et vous allez essayer d'élaborer ces dashboards. Alors, vous allez venir avec ces dashboards. Après, une fois vous me montriez les différents dashboards, alors pour chaque visualisation, je dis bien pour chaque visualisation, c'est-à-dire pour chaque graphique qui est présent au niveau du dashboard, vous allez me présenter cette fiche mémo dans un document Word, OK, ou bien dans une présentation PowerPoint. C'est quand vous voulez, d'accord? Je ferai le tour qui malade, hein, donc c'est pas une présentation orale ou la PowerPoint. Non, non, c'est une séance de coaching en fait والبase de travail, base du coaching نتاعنا باش تكون les dashboards نتاعكم حاضرين plus ces fiches mémo. Alors, pour chaque graphique, vous allez élaborer cette fiche mémo. تشوفوا من بعد l'importance نتاعها علاش. Alors, la fiche mémo, c'est un outil qui est utilisé dans les entreprises, hein, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le dashboard à 4 cadrans. Ça, c'est le dashboard à 4 cadrans. Donc, en fait, avant d'aller présenter le dashboard, c'est-à-dire l'output final, le livrable au client, on fait en fait on prépare un petit brouillon pour savoir ce qu'on va réellement communiquer au client. Alors, dans votre, dans votre, si vous voulez, brouillon, vous allez, donc pour chaque graphique, mettre le titre, spécifier le titre du graphique, mettre le graphique, c'est-à-dire, une vision d'ensemble, d'accord? نحب نشوف les dashboards كاملين على الباور بي اي. من بعد من les dashboards هذوكم vous allez copier-coller تاخذوا منهم ولا imprimer écran, c'est comme vous voulez باش تهزوا كل visualisation وحدها وتحطوها في le document Word نتاعنا هذا, d'accord? Et en fait, pour chaque graphique, vous allez donner un titre, vous allez l'interpréter, vous allez montrer un peu l'impact pour l'entreprise des différentes informations qui découlent de ce graphique et vous allez essayer de recommander des actions à prendre. Donc ça, vous allez le faire pour chaque graphique. Donc là, je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, là, je mets la courbe qui renvoie un peu à l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. D'accord? Donc, je mets la courbe. Le titre, c'est évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Après, l'interprétation du graphique va être, par exemple, on voit clairement qu'il y a une croissance pendant la période X. Après, il y a une baisse. Alors, on trouve un pic au mois de juillet, une chute au mois de septembre, par exemple, etc. Donc, vous décrivez un peu les choses. C'est-à-dire, c'est ça l'interprétation. Et c'est ce que le jour de la soutenance finale, c'est ce que vous allez présenter oralement en fait, au client en présentant un peu votre dashboard. Autant le faire dès maintenant, d'accord? Vous allez me montrer comment vous allez interpréter quelles sont les informations qui se dégagent à partir de ce graphique. Après, l'impact pour l'entreprise le plus le client, c'est de lui montrer que si on a choisi cette visualisation, si on a choisi pour vous le KPI, l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, cette visualisation, c'est parce qu'on sait très bien que ces informations sont très importantes pour l'entreprise. Alors, dans quel contexte c'est important? Par exemple, là, je peux dire impact pour l'entreprise, dans cette partie-là, je peux dire par exemple le fait de voir un peu, bien de détecter un peu les pics et les chutes permet bien l'évolution de manière générale, l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps permet de renseigner sur la santé financière de l'entreprise.
Donc, c'est ça l'impact. Qu'est-ce qui est derrière cette évolution de chiffre d'affaires? Allez, le client, il veut avoir une idée, l'application en dashboard, il chauffe au cours pour voir un peu la santé financière de son entreprise. C'est ça l'impact. D'accord? Et après, les actions à prendre, après, on peut, par exemple, lui recommander des choses. Attention, a priori, en septembre, ça ne marche pas bien. Ça se voit, il y a une chute, donc apparemment, ça ne marche pas bien. Bon. Au niveau des descriptifs, c'est clair que parfois, on ne peut pas prendre beaucoup d'actions. C'est-à-dire, on peut parfois être limité, contraint au niveau des recommandations. Beaucoup d'informations, il y a assez d'informations. C'est pour ça, c'est la partie explicative qui va compléter cette partie descriptive pour pouvoir faire des recommandations complètes. Tout ce que je peux faire, c'est lui que alors, il faut faire attention. Donc, le mois de septembre n'est pas le mois, par exemple, idéal au lancement de votre nouveau produit, par exemple, si eux, ils veulent lancer un nouveau produit, parce que on voit clairement qu'il y a une baisse de la demande à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas, si vous voulez lancer votre nouveau produit sur le marché, il faut penser à le lancer au mois de juillet. Vous voyez, ça pourrait être une recommandation qui suit un peu ou bien qui émane de cette partie descriptive. Après, ce qui est important pour le client, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les publics ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça chute. Donc là, c'est la partie explicative qui va permettre de répondre à ces questions. OK? Donc, vous allez, pour la semaine prochaine, faire ça pour toutes les visualisations. Pour chaque visualisation, vous allez faire ce à 4 cadrans. D'accord? Alors, on termine par la partie relative, en fait, de data storytelling. La visualisation, c'est-à-dire l'outil dashboard, on l'utilise pour présenter en fait les résultats descriptifs. Maintenant, le data storytelling, il permet à communiquer les résultats généralement d'ordre explicatif, prédictif. D'accord? Alors, maintenant, regardez, dans le mot storytelling, qu'est-ce qu'on trouve? Le storytelling, juste à titre d'avoir une technique de communication qui est très, 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 elle est moderne déjà. Elle est très utile aujourd'hui. On la trouve au niveau des TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les TEDx. Donc, les TEDx se basent essentiellement sur cette technique de storytelling. Alors, aujourd'hui, le storytelling, il est utilisé, donc cette technique, elle est utilisée dans pas mal de domaines, notamment dans l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui utilise le storytelling. Dans la présentation des idées de projet au niveau d'un challenge, dans la présentation des résultats, effectivement, BI, data science, etc. Donc, en fait, dans tout type de présentation aujourd'hui, on utilise le storytelling parce qu'il s'avère ça a été expérimenté dans pas mal de situations et il s'avère que c'est un outil de communication qui est très impactant, d'accord, très impactant dans le sens où ça permet de mieux passer l'information à l'audience. En fait, c'est quoi l'idée? Excusez-moi. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est en fait, alors dans le mot storytelling, on trouve storytelling, ça veut dire raconter une histoire tout simplement. Alors raconter une histoire, ça veut dire c'est une technique qui se base sur le fait de raconter une histoire tout simplement. Alors ici en fait, on s'est basé sur un peu la sociologie de l'enfant, la psychologie. Il y a beaucoup de domaines qui ont été sollicités pour faire naître cette nouvelle ligne de communication qui est le storytelling. En fait, alors on se base sur le fait que si par exemple on prend le cas d'un enfant, si vous voulez passer inculquer des valeurs, des principes de la vie, etc. aux enfants, alors le fait de leur dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça,
Parfois, ça passe pas, mais si je ne passe pas. Les enfants ne sont pas forcément convaincus. Alors, moi, si vous essayez d'introduire en fait ces valeurs et ces principes dans les romans, vous يا حازم بالله كملنا درجين كور صاحبي خلينا نمشيو على رواحنا. كما قالت البروف الداتا ستوري تيلينج هي تحكي قصة على الداتا بتاعك وكهو خوي. مريك لاي مش شيء طيب نورمال ساعة وربع نقراوه نورمالمون كارتي غمضان. تتحرر بنا في الوقت. اي مريبة هي ظاهرة باز. اي ظاهر. كيفاش صار شو عملنا في كاليس الجوريتم تاع نهار الاثنين؟ ياي تو نكملوا صاحبي السيونس لحظة على أخي تو نعملوا ميت أنا وياك وشكون أختي آخر من جروبنا هنا. شكون معناش جروب نحنا خوي. اسمع وكهو خوي عندك المصرف الجروب رامو. يزيد طيب نخرج الكل. لا برا بعثوا لها أقول شيء طيب ما دام. ما يجيش برزوية قال لك بكري عيطت لي وانا مانيش موجود. هاي لا خسال كونيكسيون قصدي حالة بلاد يا فارس. جبهم ساكتين جماعتي شنيا كان انا نحكي لهنا خويا. كان أنت فاطر خاطر كلها صايم. لا خويا صلي على النبي صح. صلى الله عليه وسلم. ياك هو كهو. مستني يا خويا عملت لابيل. هاي ياك هو. اسمعني صالح. وي هل لنا بارتاج حطينا فيلم نتفرج خويا. هاي بابا نحلو نتفليكس نرك شوي. اسمعني شفت بيكي في حازم. مدام بالله حل ميكروك راه مسكر مش اسمه فيك. كلكم مسكر مدام مانيش نسمعوا فيك. d'accord. Là, c'est bon? وي وي C'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord, très bien. Ok. Donc en fait, je dis que le storytelling, c'est en fait, voilà, ça se passe sur le fait de raconter une histoire, d'accord? Donc je vous ai dit, je vous ai donné un peu l'exemple de l'enfant. Elle est comme, bah, il faut lui raconter peut-être, il faut lui passer le message autrement en lui racontant une petite histoire pour finir à la fin avec des principes ou hakma ou des valeurs, etc. Et comme ça, il va pouvoir assimiler, il va mieux assimiler les choses. C'est le même principe. Ça, c'est la base de la théorie, si vous voulez. Et donc, en fait, alors après, si vous voulez faire du data storytelling, il faut appliquer des règles, d'accord? Alors ça marche très bien. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous voulez vraiment passer convenablement et accrocher votre client, bah, il faut utiliser donc cette méthode de storytelling. Alors, en fait, les règles sont de trois grandes règles et c'est pas très compliqué. La base du travail, c'est le fait d'arriver à mobiliser, à impliquer positivement son audience. En fait, regardez, si vous arrivez à impliquer positivement votre audience, c'est dans la poche. C'est-à-dire, en fait, le client, il va vous suivre jusqu'à la fin, il va être vraiment accroché à tout ce que vous dites. Il va être attentif et il va être vraiment concentré. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe qui dit que, et ça c'est scientifiquement également prouvé, que
Un être humain ne peut pas être concentré plus que 9 secondes sur quelque chose. D'accord? Surtout, notamment quand il s'agit de messages ou bien contenu présenté, etc. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs, les gens, les gens, en fait, quand ils se déconcentrent, par exemple, lors d'une soutenance, lors d'une présentation d'une idée de projet ou autre, en fait, ils regardent leur téléphone, ils essayent d'écrire quelque chose, ils essayent de parler avec le voisin à côté, etc. Donc, déjà, ce sont des signes de déconcentration. Une fois il est perdu cette concentration, bah, il faut faire beaucoup d'efforts pour regagner sa concentration. Donc, autant ne pas vraiment ne pas le permettre de perdre cette concentration. Alors, comment? En l'impliquant positivement. C'est-à-dire, il faut qu'il soit quelqu'un d'impliqué. Quand on est impliqué dans quelque chose, on va être vraiment très attentif. Pourquoi? Parce que on est impliqué tout simplement. Alors maintenant, comment on va impliquer? C'est ça la question. Alors, si vous voulez impliquer positivement votre audience, votre client, etc., il y a quelques éléments à considérer. La toute première chose, il faut vraiment que vous soyez clair sur le message clé que vous souhaitez véhiculer. C'est-à-dire, en fait, quand vous commencez votre présentation, il faut être toujours déjà structurer la présentation, présenter le plan, voir un peu les éléments que vous allez aborder au niveau de cette présentation. Et troisièmement, présenter l'objectif de la présentation. Il faut toujours commencer par présenter l'objectif. C'est pourquoi? Parce que derrière cet objectif, en fait, vous allez essayer de délimiter bien le contenu de la présentation. Le client, il va pouvoir cerner un peu le cadre, le contexte, ce que vous allez lui présenter aujourd'hui, etc. Il ne faut pas que ce soit dans le vague, d'accord? Il y a pas mal généralement, de membres de jury regardent la toute première chose, le nombre de diapos, pour savoir si c'est lent, c'est pas lent, etc. D'accord? Donc, en fait, il faut déjà commencer par être clair par rapport à l'objectif de la présentation. Sinon, il faut exprimer cette idée, c'est-à-dire l'objectif, en une phrase complète et précise. Par exemple, je peux venir pour dire, alors maintenant, aujourd'hui, par exemple, je vais vous présenter les résultats de la partie descriptive, en fait. Vous avez exprimé des besoins d'ordre descriptif et aujourd'hui, donc, c'est le moment de vous présenter l'ensemble des résultats qui vous permettent après de prendre des décisions pertinentes, par exemple. OK? Donc, voilà. Bon, il faut que ce soit complet, précis pour mettre, en fait, le client dans le bain. Après, gardez le focus sur les problématiques qui intéressent votre audience. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas parler de choses qui n'intéressent pas l'audience. C'est-à-dire, quelle audience et vous utilisez le jargon et vous lui dites ce qu'elle aime entendre, d'accord? C'est-à-dire, si moi, je suis votre client, et vous allez me parler avec un jargon simple, il ne faut pas utiliser du jargon technique, il faut que vous montriez que vous avez bien compris mes attentes et mes besoins en termes de dashboard et de visualisation, etc. Et que vous avez essayé à travers, vous allez essayer à travers en fait, cette présentation de me donner un retour et une offre par rapport à mes attentes. Voilà, il faut l'accrocher, il faut l'intéresser. Donc, après, il faut aborder très vite les résultats de vos analyses. C'est-à-dire, il ne faut pas trop s'attarder sur cette partie introductive, etc. Parce que le client, ce qui va l'intéresser réellement dans tout ça, c'est de voir les résultats et de pouvoir, en fait, de pouvoir les juger en termes de pertinence à la prise de décision. Alors, deuxième chose, il faut structurer. En fait, il faut structurer sa présentation comme une histoire.
Ça, c'est au niveau de la structure du contenu. Et c'est là où on va voir réellement le fait de raconter une histoire, vous voyez. Donc, il faut que en fait, ça renvoie un peu à une histoire quand vous présentiez vos résultats, etc. Donc, il faut commencer. Alors, comment on peut le faire, ça? Commencer par ancrer une situation initiale en décrivant un constat partagé par tous. Thomas, si vous vous rappelez, donc on a commencé par la toute première chose qu'on a faite ensemble, c'est en fait, d'essayer de voir et de dégager des constats à partir de la base de données et à partir des besoins exprimés par le client, d'accord? Donc, en fait, vous allez essayer de commencer par décrire un peu, bien par mettre le client dans une situation en décrivant les constats que vous avez pu dégager et qui sont partagés par tous. Partagés par tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire partagés également par le client, parce que vous pouvez repérer des choses à travers la base de données, mais si ces choses-là n'étaient pas réellement visibles par le client, dans la réalité, il ne va pas être convaincu de ce que vous dites. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Donc là, il faut que le constat soit vraiment partagé. C'est-à-dire, il faut convaincre le client dès le départ des différents constats que vous avez pu dégager. Par exemple, là, un exemple concret. À travers la base de données, j'ai compris que, en fait, les clients qui achètent le plus votre produit sont plutôt les femmes. D'accord? Non, à mon avis, ce sont les hommes. Ben, c'est la même chose. Bon, شفتوا لهنا donc généralement il est interactif ce genre de réunion ce genre de présentation راهي ماهيش la communication ماهيش dans un sens unique d'accord فما interactivité donc النجم هو il réagit par rapport à des constats que vous avez donnés ويشوفهم هما غالطين ولا يشوفهم ne reflètent pas la réalité et faites très attention il faut arriver par le convaincre en utilisant plusieurs façons. نوريكم كيفاش لهنا علاش خاطر إذا كان يحس اللي ce que vous dites ne reflète pas la réalité اللي هو عايشها il va pas c'est-à-dire باش يظهر خدمتكم الكل ماهيش crédible. Donc faites très attention même si انتم vous maîtrisez معناها la data وانتم vous avez manipulé la data ينجم في الرياليتي ماهوش قاعد يشوف مليح mais à travers la data ça peut ressortir comme étant un résultat. هو هذاك هو اللي حاجته finalement le client. حاجته باش يشوف حاجات اللي هو يشوف فيها في الرياليتي. D'accord? Donc, il faut faire très attention à cela. Il faut le convaincre. Sinon, il va perdre toute la concentration. Il va vraiment, ça y est, il va lâcher. Donc, alors, enchaînez par votre vision sur la situation grâce aux solutions que vous allez proposer. Un, et deux, développer votre argumentaire en incluant des estimations chiffrées des gains. Mais pour le convaincre, il faut montrer que vous maîtrisez les chiffres, que vous maîtrisez la data. Donc, n'hésitez pas à ce niveau-là de présenter donc constat et puis présentation de résultats. Constat, présentation de résultats et après la solution que vous envisagez pour arriver à augmenter son chiffre d'affaires. Donc, en fait, le souci majeur de toute entreprise ou de tout client, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Il a investi autant d'argent pour acheter votre dashboard, d'accord? C'est pour avoir معناها هو في باله اللي راهو كي باش يستعمل الداشبورد هذاك باش يولي الشيفر دافير نتاعو اكثر علاش خاطر باش يولي لي ديسيزيون نتاعو باش يكونوا des décisions qui se basent sur la réalité. Donc هو اللي يعرف شنو اللي صاير بالضبط il prend des décisions pertinentes. D'accord? Et bien sûr, décision pertinente veulent dire plutôt chiffre d'affaires de plus en plus important. Donc, dans votre discours, quand vous parlez à un client, il faut toucher à sa poche. C'est-à-dire, il faut toucher au chiffre d'affaires, il faut toucher au gain, etc. Il faut que ça parle, ça lui parle. هو ما يحكي كان فلوس. جايكم يحكي راهو في مخه كان فلوس. دونك لهنا كي تقول له انت راهو نسي هما اكثر يشريوا البرودوي من الرجال وتعطيه دي شيفر غيال تقول له هاو انت عندك راهو 70% sont des femmes
في les clients بتاعك وعندك 30% كهو hommes. Donc c'est clair لهنا. Il y a un écart quand même entre 70 et 30%. Je ne vois pas في réalité. Donc يسكت وقتها. D'accord? Ça c'est l'argumentaire. Après, vous pouvez lui dire directement, regardez, en se basant sur ces chiffres-là, on peut vous proposer des solutions. Ces solutions peuvent après vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ah, وقتها il va être ça y est, accroché. ما عادش يسايبك. Ça y est, اسمع هو فلوس واسمع اللي انت عندك solution وريته باللي chiffres اللي انت tu maîtrises la data مش هو اللي هو finalement طلع meilleur شيء من المارشي ولا من les clients نتاعو. Et donc là, il va vous suivre jusqu'à la fin. شوفوا الحكايه اللي حكيتوها له حكينا ورينا له constat معناها جبنا له على des problèmes des constats. On a argumenté les constats par des chiffres. اللي هي الحكايه. من بعد ورينا له اللي احنا عندنا la solution. ومن بعد ورينا له كيفاش la solution هذيك راه عندها impact على الشيفر d'affaires نتاعو. Et donc là, c'est bon. Il va être vraiment attentionné à tout ce que vous dites. Bah, terminer en beauté avec des calls to action en insistant sur les apports attendus des actions menées. Je t'attire des recommandations. D'accord? Et là, c'est vraiment, c'est le package complet. D'accord? À titre constat, à titre des résultats chiffrés, à titre en fait des solutions à titre qui fait ça pourra avoir un impact sur l'entreprise et d'aller à Philippe Buckley tout à l'heure impact sur l'entreprise ou à titre donc les actions à prendre c'est-à-dire les recommandations c'est tout ce qu'il faut pour convaincre un client. Enfin, je termine avec ça. Alors, il faut préparer un contenu compris d'un regard en quelques secondes. C'est-à-dire, dashboard, mais les hommes, en fait, le client il fasse beaucoup d'efforts pour comprendre le contenu de votre présentation. Si vous présentez des chiffres, il faut savoir présenter des chiffres. Et dès que vous allez présenter des tableaux à ce niveau-là, il ne faut pas s'amuser à lire tous les chiffres les tableau. واش نقولوا انت chiffre d'affaires العام الاول عملت هكا chiffre d'affaires العام الثاني هكا chiffre d'affaires العام الثالث هكا non il faut juste communiquer les informations les plus pertinentes et les mettre en gras, en couleur, comme vous voulez, c'est-à-dire les déchiffrer et pour les identifier et c'est-à-dire faire une présentation orale, تعطيه وقتاش صار البيك وقداش من الشيفر دافير عمل في البيك هذاك وقتاش صارت الشوت وقتاش etc. Voilà, c'est tout. Donc ما تقعدوش تقراو في التابلو là ça ne sert absolument à rien et ça déconcentre. Donc, faites très attention à tout ça. Choisissez des titres conclusifs pour les slides. Il faut faire très attention par rapport à ça. Le titre, le titre, que ce soit le dashboard, ou les slides, ou le rapport, il permet de passer 50% du message. Data storytelling, 2 points, pour communiquer ses résultats. C'est clair, on est dans la phase communication. Et le data storytelling, il sert à communiquer les résultats. C'est un outil qui sert à communiquer. Donc, c'est très clair. Numéro 3, petit 3, et toi, il y a des cas, c'est que femme à petit 2 et petit 1. Et les hommes, ils ont la même chose. C'est-à-dire, ils mangent une phare de logique. D'accord? Ils ont la même logique. Voilà. On comprend parfaitement que ça fait partie des autres éléments de la présentation qui précèdent celle-là. Préparer un contenu compris d'un regard en quelques secondes ou un chiffre ou le flash, c'est pour dire que, alors, derrière, pour communiquer, il faut préparer. D'accord? Après, pour préparer une flèche, et j'ai présenté les choses autrement. Donc, un flèche, donc, il faut flèche, non, il faut, en fait, avoir, savoir créer une certaine bien garantir une certaine harmonie les slides, etc. Et surtout, on va le voir structuré. Il faut que ça soit hiérarchisé, structuré pour rejoindre un peu l'histoire ou storytelling, etc. Ok? Donc, les titres sont importants. N'utilisez pas trop d'animation, de son, etc. Ça va être des vidéos, mais ça va ترجع بالخايب. ساعات الفيديو فيهم برشا généralement des pannes techniques des faillances techniques. الفيديو إذا كان مثلا تحطها واحنا ما نسمعوهاش ça déconcentre. إذا كان تحطها وإذا كان ما تتحلكش وتعدي تضيع وقت
on va perdre le fil des idées et ça va déconcentrer. Bah, le client, l'audience, d'accord? Donc, il faut faire très attention. Soit vous maîtrisez, si vous ne maîtrisez pas parfaitement, voilà, avec des soucis, non, n'utilisez pas des animations, des vidéos, etc. D'accord? De toute façon, pas trop. C'est bien d'utiliser des images, surtout des images, etc. C'est bien. Ça crée un peu d'animation, mais pas trop. Trop d'animation tue l'animation, tue l'information, tout simplement. Faites des phrases courtes et simples à saisir. Il ne faut pas écrire des phrases complètes. Il ne faut pas s'amuser à ou à charger toute la diapo. D'accord? D'ailleurs, Houni pensez à laisser du blanc. Et toi, Houni, pensez à laisser du blanc. Les les slides. Ne surchargez pas les slides avec des chiffres. Les chiffres, on ne peut pas facilement, en fait, les repérer. Donc, il ne faut pas surcharger. On peut présenter des chiffres, mais sans pour autant surcharger les slides. Veuillez à l'unité d'ensemble, même police, couleur, endroit, pour une signification commune. Les trois parties. Et nous le même slide, sauf que c'est pas la même chose, c'est pas le même contenu. Mais ça, pourquoi j'ai choisi la même chose, la même charte, si vous voulez, les mêmes codes couleurs, etc. Pour dire que les humains appartiennent à la même partie. هذه واحدة هذه واحدة إذا ما شوف كيف c'est ça. D'accord? Voilà. Donc, il y a le contenu qui change, sinon la structure, c'est la même, les couleurs sont les mêmes. OK? Donc, voilà, la toute dernière chose, c'est jouer avec les contrastes pour mettre en avant un élément en particulier, c'est-à-dire utiliser des couleurs différentes, utiliser du gras, souligner, etc. Pour mettre en avant les plus importantes. Et sinon, instaurer une hiérarchie visuelle, c'est-à-dire qui m'a le titre global, en fait un titre un sous-titre du contenu, etc. Donc cette hiérarchie permet de savoir que dans en fait le titre global, ça c'est l'objectif principal du slide. Après, en fait, comment on arrive à communiquer si en préparant un contenu. Alors comment on prépare un contenu? En choisissant les titres conclusifs, en n'utilisant pas trop d'animation, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a vu la partie data vise et data storytelling. Donc, c'est clair que la data vise, ce qu'il faut retenir, c'est que la data vise, elle sert à présenter en fait les résultats descriptifs. Là, le data storytelling, il sert surtout à présenter les résultats d'ordre explicatif, prédictif. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions par rapport à tout ça.